Donc nous allons commencer la conférence. Cette conférence, elle a pour titre le sens des maladies. Et elle va vous permettre de découvrir un petit peu toutes nos avancées pour comprendre autrement la maladie et la guérir de manière positive. La première des choses à comprendre, c'est qu'on peut avoir plusieurs regards sur le processus de la maladie. Il y a plusieurs paradigmes. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? C'est un système de pensée scientifique établi à la suite d'une accumulation d'observations et confirmé par des expérimentations. Eh bien, il faut le savoir, la médecine officielle d'aujourd'hui, elle a émergé seulement en 1876, sous l'impulsion d'un personnage tout à fait particulier qui est Pasteur. Et pour retrouver une médecine cohérente et rigoureuse et basée sur le bon sens avant Pasteur, il faut remonter au Moyen-Âge, à l'époque où la médecine était pratiquée par les sages-femmes, par les sorcières blanches, et là, elles pratiquaient une médecine que l'on pourrait appeler la médecine d'Hippocrate, qui était basée essentiellement sur le bon sens. Quelques principes de base pour faire le tour de cette médecine d'Hippocrate. D'abord, on peut, pour ces gens-là, pour cette perception de la vie et de la santé, la maladie était considérée comme le résultat d'une carence, d'un déséquilibre, d'un excès. Soit un excès alimentaire, soit un excès de boisson, soit une carence en vitamines, c'est quand même à cette médecine que nous devons la découverte des vitamines, soit l'onanisme. Tiens, l'onanisme, c'est une question qui est passée un peu sous le manteau aujourd'hui, on n'en parle plus. Pourquoi? Peut-être parce que la religion catholique en avait fait un péché. Alors, il ne s'agit pas de ça. Mais il est clair que la masturbation est quelque part une déperdition d'énergie vitale. Et si c'est, bien sûr, si ce n'est pas un péché de se masturber, bien évidemment, le fait de se masturber trop souvent et sans bien sûr retour, comme dans un rapport sexuel, peut entraîner une dévitalisation profonde et ouvrir la porte à une fragilisation et à des maladies. Et puis bien sûr, si on ne dort pas suffisamment, si on ne s'aère pas, si on fait toujours le même mouvement qui peut entraîner une usure, comme dans le travail à la chaîne, eh bien on va avoir des problèmes de santé. Et puis, il y a les maladies parasitaires qui étaient bien connues de ces gens-là, avec la possibilité d'une contagion, mais on pourra éventuellement en reparler, mais les maladies parasitaires en fait ne se produisent que s'il y a quelque part une défaillance particulière et spécifique chez l'individu qui vit cette maladie. Voilà, donc la médecine d'Hippocrate est une médecine, un paradigme qui est toujours vrai aujourd'hui, mais ça ne permet pas d'expliquer ni les maladies infectieuses, ni les cancers. Donc il faut aller plus loin. Et Louis Pasteur va intervenir bien plus tard. Il faut savoir qu'il est né en 1822, qu'il est mort en 1895. Qui est ce personnage? Eh bien, d'abord, il ne faut pas se faire d'illusions. Pasteur n'était pas biologiste au sens propre, il n'était pas médecin. Il était docteur des sciences, il était agrégé de physique et agrégé de chimie. Point final. Son caractère était assez particulier. A priori, il se servait beaucoup de ses collaborateurs et il n'en renvoyait pas vraiment l'ascenseur. Et puis, quelque part, ses collaborateurs disaient de lui qu'il était un lion en cage et qu'il fallait qu'il rentre les griffes pour aller participer aux réunions savantes, en particulier auprès de l'empereur et l'impératrice, puisque c'est l'époque de Napoléon III, pour essayer de faire passer ses idées, qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, des découvertes scientifiques, contrairement à ce que l'on peut croire. En 1870, la France vit une défaite cuisante contre l'Allemagne. Elle y perd l'honneur, l'Alsace et la Lorraine. Le pire, bien sûr, c'est l'honneur.
Grâce à Pasteur, elle va retrouver l'honneur. En 1876, Pasteur arrive à faire accepter son nouveau paradigme. Quelles sont les bases de ce paradigme? Oh, c'est relativement simple. Le paradigme de Pasteur, c'est un paradigme de guerre. C'est un paradigme manichéen, c'est-à-dire c'est la lutte du bien contre le mal. Il y a d'un côté l'être humain, avec toute sa splendeur, toute son intelligence, toute sa capacité de conscience. Et puis, de l'autre côté, il y a des agresseurs microscopiques, invisibles, dépourvus, a priori, de conscience et d'intelligence. Ce sont les microbes, et puis ce sera les virus, les prions, les cellules cancéreuses. Ce seront pas les virus, les prions et les cellules cancéreuses. Il faut savoir que le paradigme de Pasteur est basé sur 3 lois implicites. Implicites parce que si on les exprimait de façon claire, évidemment, tout son échafaudage, tout son paradigme s'effondrerait instantanément, tellement elles sont ridicules. La première des lois, pour Pasteur, toute maladie est une fermentation, exactement comme du jus de raisin qui fermente pour devenir du vin, exactement comme une soupe de légumes que l'on laisse à l'air libre et qui, au bout de quelques jours, contaminée par les microbes transportés par l'air ambiant, se met à tourner. Donc c'est la première grande loi. La deuxième grande loi, elle est encore plus absurde. L'être humain, comme tous les êtres organisés d'ailleurs, que ce soit les animaux, les végétaux, l'être humain est comparable à un récipient rempli d'un liquide quelconque, que ce soit du jus de raisin ou de la soupe. Et bien sûr, il est malade lorsque ce liquide à l'intérieur de lui fermente. Voilà. Donc vous voyez que quelque part, quand même, on ne peut pas dire que dans ce paradigme, l'être humain soit valorisé. Alors aujourd'hui, ces 2 lois sont toujours en vigueur, plus la troisième que nous allons voir après, mais il faut savoir quand même que les médecins d'aujourd'hui considèrent l'être humain comme un peu plus complexe qu'un simple récipient rempli de liquide. Aujourd'hui, pour la médecine officielle, l'être humain est une machine, plus ou moins compliquée, dont on peut remplacer les pièces d'ailleurs avec le système des greffes. Voilà. Nous allons voir la troisième loi. Eh bien, la troisième loi, c'est, quelque part, nous en avions déjà parlé, eh bien, la vie est une guerre biologique, perpétuelle, sans merci. Et de ce fait, l'être humain est créé pour souffrir, pour être anéanti par des microbes, des virus, des prions, des tumeurs. Bon, c'est bien joli. Ça veut dire que quelque part, le Créateur, il n'a pas très bien travaillé. Il a fait quelque chose qui n'est pas très cohérent, parce qu'on ne crée pas des êtres aussi merveilleux que les êtres humains pour les détruire avec des micro-organismes qui n'ont même pas de conscience. Voilà. Donc aujourd'hui, la médecine officielle repose toujours sur ces 3 lois implicites. Et j'insiste bien sur ce caractère implicite. Et pourtant, pour nous autres chrétiens, eh bien, et également pour les croyants de bien d'autres religions, et saint Hildegarde le dit de façon très claire, le Créateur, esprit divin, esprit d'amour, a créé l'être humain à son image. Il a créé à sa ressemblance, en parfaite harmonie avec le cosmos, et il en a fait un chef-d'œuvre. Eh bien, nous sommes au début du 19e siècle, c'est le début de l'ère industrielle, c'est le début du travail à la chaîne. L'exode rural est massif. Les paysans sont attirés par la monnaie, par l'argent facile en apparence. Et ils vont en ville et ils s'entassent dans des quartiers construits nouvellement, dans des conditions d'hygiène déplorables. Et bien sûr, l'insalubrité y est majeure. On met les enfants au travail très tôt, et puis la pollution est absolument épouvantable, mais aucune précaution n'est prise à ce niveau-là. Donc toute cette population vit dans un stress énorme, considérable, et ça permet de comprendre la flambée des cancers, des maladies infectieuses qui se produisent à cette époque-là. Plus les carences en vitamines, plus les carences en ensoleillement, plus le travail à la chaîne et toute l'usure qu'il entraîne, ce qu'on appelle l'arthrose. Les patrons des nouvelles entreprises, des nouvelles industries risquent fort d'être
montré du doigt, d'être poursuivi, d'être accusé, eh bien Pasteur leur sauve la mise en déclarant que la pathologie, comme les maladies, sont la faute des microbes. Le paradigme de Pasteur, ce fameux paradigme dont nous avons parlé avec ces 3 lois fondamentales, eh bien ce paradigme est à la base de notre médecine officielle d'aujourd'hui. Et cette médecine est bien sûr présente dans le monde entier. Donc Pasteur a vraiment rendu l'honneur à la France en 1876 grâce à ses idées. Cette statue de Falguière qui a été élevée place de Breteuil à Paris grâce à une souscription nationale au début du XXe siècle, est un témoignage parmi des milliers d'autres en France. Il n'y a pas beaucoup de villages, je crois, ni de villes en France qui n'ait sa rue Pasteur, qui n'ait sa place Pasteur, qui n'ait son monument à Pasteur. Vous voyez, sur ce monument, Pasteur, bien sûr, est présenté trônant en haut du piédestal, dans une toge romaine. Et puis, sur une face du monument, on voit la mort qui repart dépitée. Elle n'a pas pu emporter cette jeune fille que sa mère soutient et relève après l'action du grand Pasteur, du grand sauveur du XIXe siècle. Sur cette autre face, eh bien, on voit un petit pâtre gardant ses moutons. Ça, c'est une allusion à l'aventure de Pouilly-le-Fort. Pouilly-le-Fort, un petit village dans la banlieue parisienne. Et là, à l'époque, Pasteur vaccine la moitié d'un troupeau de vaches et de brebis contre la maladie du charbon. Il le vaccine avec un vaccin mis au point par le docteur Toussaint, un chercheur qui travaillait à côté du laboratoire de Pasteur. Mais Pasteur a cambriolé ce laboratoire et il a littéralement volé la recette de M. Toussaint. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce vaccin? Eh bien, contrairement au vaccin antivariolique mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, eh bien, il n'y avait pas seulement la soupe de purulence dans ce vaccin, il y avait aussi un poison violent qui, à l'époque, était le gluconate de potassium, ou bichromate, je ne sais plus. Bon, peu importe. Ce poison est celui qui est toujours utilisé aujourd'hui pour tuer les condamnés à mort aux États-Unis lorsqu'ils sont tués par voie chimique. Donc ce n'est pas rien. Eh bien, Pasteur donc a vacciné la moitié du troupeau 15 jours auparavant. Il convoque les journalistes, les médecins, les scientifiques de l'Europe entière pour assister à son expérience. Et le jour J, il inocule la maladie à l'ensemble du troupeau. Eh bien, Eureka, Cocorico, les animaux vaccinés survivent plus ou moins bien, mais ils survivent, alors que tous les autres meurent. Et évidemment, les scientifiques de l'époque demandent à Pasteur de leur donner sa recette. Et ils vont reproduire l'expérience dans leur pays, devant les journalistes et les scientifiques de leur pays. Et manque de chance, ça ne marche pas. Ça ne marche absolument jamais. Et les animaux vaccinés meurent comme les animaux non vaccinés. Pourquoi? Simplement parce que Pasteur avait oublié, entre guillemets, volontairement, de leur expliquer qu'il avait ajouté à la soupe de purulence ce fameux poison violent qui est aujourd'hui présent dans tous les vaccins et qu'on appelle pompeusement l'adjuvant de l'immunité pour cacher la réalité. En fait, c'est ce poison violent qui donne au vaccin une relative efficacité, mais momentanée bien sûr. Sur une autre face, eh bien, on voit un petit bouvier, un gardien, un vacher qui garde des vaches, et ceci c'est pour faire une allusion au premier vaccin mis au point par Sir Jenner, je vous en parlais il y a une minute, en 1789, c'est-à-dire un siècle plus tôt, en Angleterre, le vaccin antivariolique. Sur la face suivante, on voit une vendangeuse, et ça c'est pour rappeler les travaux sur la fermentation faits par le professeur Antoine Béchamp, que Pasteur s'est attribué là encore. Vous voyez, en fait, ce monument de Falguière est un monument de mensonges. C'est absolument incroyable. Quelles sont les véritables découvertes de Pasteur? Eh bien, il n'y en a aucune. On lui attribue la découverte de la loi de polarisation des substances organiques. Enfin, quand je dis on lui attribue, il s'est attribué la loi de polarisation des substances organiques, Levogir, Dextrogir ou racénique. En fait, c'est un autre savant, Auguste Laurent,
qui a fait cette découverte. Mais il est mort avant qu'il ne puisse défendre la priorité de sa découverte. La fameuse pasteurisation, hein, ah ça c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Eh bien, ce n'est pas Pasteur qui a mis cette découverte au point, c'est Appert, un autre savant. Les vaccins, eh bien, le premier vaccin, nous l'avons vu, c'est le vaccin antivalérique, c'est Sir Jenner, un médecin anglais, qui l'a mis au point. Les vaccins suivants, eh bien, ils ont été mis au point par les docteurs Roux, Toussaint, Chamberlain, qui étaient en général vétérinaires. La notion de contagion, ce n'est pas à Pasteur qu'on la doit, c'est à un savant un peu mieux connu aujourd'hui qui s'appelle Semmelweis, et surtout au professeur Antoine Béchamp, et bien sûr à d'autres savants à l'époque. En fait, il faut savoir que Pasteur a passé sa vie à s'attribuer les découvertes et les avancées des uns et des autres, et en particulier celle du professeur Antoine Béchamp. Et comme je vous l'ai dit, il n'hésitait pas à fracturer la porte du laboratoire de ses voisins, des savants voisins, pour s'approprier leurs découvertes qu'ils avaient laissées traîner sur leur table, et ce pendant la nuit. C'était en fait un véritable cambrioleur, ce fameux Pasteur. Alors, sachez-le, les textes sont restés. Nous avons toutes les preuves aujourd'hui qui démontrent que Pasteur était un imposteur, était un voleur. Et ça, c'est important à savoir. Et ça se trouve absolument dans toutes les grandes bibliothèques du monde entier, de France bien sûr, mais dans le monde entier. Et on le retrouve dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, mais aussi dans les 4 volumes de correspondance que son petit-fils a publiés. Et ces documents sont absolument irréfutables et écrasants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Philippe Descours, et vous avez en particulier le livre de Marie Leclerc qui reprend la plupart de ces éléments. Marie Leclerc est une pharmacienne, et son livre est en fait sa thèse. Bon, d'autres livres démontrent tout cela, et en particulier les ouvrages du professeur Antoine Béchamp, dont vous avez quelques éléments ici. Et puis, sachez-le quand même, nous avons un ami historien, docteur en histoire aujourd'hui, qui est en train de faire un livre qui va être une somme de tous ces éléments et qui va démontrer vraiment de manière totalement claire, irréfutable et accessible absolument à tout public à quel point Pasteur était un menteur et un voleur. Alors le paradigme de Pasteur a amené la médecine officielle à faire admettre un certain nombre d'hypothèses. Mais il faut savoir que ça a toujours été sans la moindre preuve. Il y a en particulier le système immunitaire, les virus, les prions, et le côté invasif du processus cancéreux et le mythe des métastases. Prenons l'exemple des virus. Vous voulez y croire, bien sûr. Eh bien, ce journal du CNRS, qui date de 2004, qui est réservé aux seuls scientifiques français, fait le point sur la question des nouveaux virus. Regardez comme il est beau. Le virus qui est grossi sur le côté droit de l'écran, ce serait le virus du sida. Magnifique, hein? Toutes ces belles images qui sont proposées sur cette revue, ce sont des dessins d'infographistes, ou bien des ouvrages au crochet, ou bien d'autres montages plus ou moins réussis. C'est quand même étonnant. En principe, les techniques modernes, et en particulier la microscopie électronique, permettent de visualiser les virus, soi-disant, s'ils existent, mais en noir et blanc. Pourquoi n'y a-t-il pas de photos en noir et blanc dans cette revue réservée exclusivement aux scientifiques? Où se trouve la vérité? D'un côté, les chrétiens pensent que le Créateur nous vaut du bien, et bien sûr, il ne nous vaut surtout pas du mal. Et de l'autre côté, il y a toutes ces hypothèses qui me semblent extrêmement fantaisistes de la part de la médecine officielle. Oh, bien sûr, j'y ai cru pendant très longtemps, aussi longtemps que j'ai été
dans le giron de l'ordre des médecins. Mais aujourd'hui, je suis absolument persuadé que le système immunitaire n'existe pas, ou en tout cas pas comme on l'entend. Il existe un système identitaire et nous y en reparlerons. Je suis certain que les virus n'existent pas, qu'ils n'ont jamais existé. J'en parlais il y a quelques jours à la suite d'une de ces conférences à un auditeur qui avait travaillé toute sa vie en agrobiologie, oui c'est ça, en agrobiologie, sur les virus des plantes, sur les virus des légumes. Et il me disait, mais si les virus existent. Alors je lui ai demandé de m'expliquer à quoi ils ressemblaient. Et ce qu'il m'a décrit, ce sont des microzymas, nous y reviendrons, ou bien ce sont des bactéries, plus ou moins grosses. Et c'est tout. Mais jamais il n'a pu me décrire quelque chose qui fasse penser réellement à un virus, avec tout le sous-entendu derrière ce mot, à savoir un système injectable à l'intérieur d'une cellule qui est apte à parasiter cette cellule et à obliger cette cellule à fabriquer des petits virus. Tout ça, cela relève de l'hypothèse qui me semble totalement gratuite. Et je suis persuadé que le mythe de la guerre biologique mise en avant par Pasteur, qui est toujours à la base de la médecine moderne, relève du mensonge pur et simple de la part de Pasteur. Alors je vous propose de changer de paradigme, de basculer. Avec Pasteur, nous sommes dans un mécanisme de guerre, dans une dynamique de mort. Eh bien, avec Antoine Béchamp, nous pouvons entrer dans la dynamique de la vie. Antoine Béchamp est né quelques années avant Pasteur. Pasteur était né en 1822, Antoine Béchamp est né en 1816. Antoine Béchamp est mort en 1908. Le professeur Pagès, doyen de la faculté de Montpellier à l'époque, écrivait dans un journal local en mars 1959 « L'équité commande de placer le professeur Antoine Béchamp au tout premier rang des biologistes de tous les temps. » Et je pense que c'est véritablement ce qu'il en est. Qui est Béchamp? Moi, c'est une grosse tête. Hein. Il a passé son enfance en Roumanie, ses études ayant été payées par son oncle qui était consul là-bas. Mais rentré en France, il doit reprendre ses études de fond en comble. Et il passe le bac S lettres, le bac S sciences. Il passe l'agrégation en pharmacie, le doctorat en sciences physiques, le doctorat en médecine. Il travaille d'abord à la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie de Strasbourg, puis pendant 20 ans à la faculté de médecine et de pharmacie de Montpellier, et ensuite comme doyen à la faculté de Lille, dont il organise la création à partir de l'automne 1876 jusqu'à sa démission en 1888. Tout en travaillant pour gagner sa vie, il passe le plus clair de son temps à faire de la recherche, en particulier sur les fermentations. Il veut comprendre ce qu'est réellement la vie et comment elle s'articule. Mais chez lui, c'est vraiment un travail extraordinairement sérieux. Il ne publie jamais un résultat sans avoir renouvelé son expérience au moins 50 fois dans des conditions identiques et 50 fois de plus en variant les conditions d'existence de l'expérience, c'est-à-dire en ajoutant du sucre, en ajoutant de l'air, en ajoutant divers critères pour se faire une opinion sérieuse. Et ce n'est qu'après qu'il s'autorise à publier ses conclusions à l'Académie des sciences. Et tout cela est noté et tout cela est publié. Et nous avons donc ces écrits et nous avons donc les preuves du travail colossal fourni par Béchamp. C'est le premier qui a parlé de la possibilité d'une contagion par les germes et corpuscules vibrants de l'air. C'est le premier qui a su mettre au point l'antisepsie, c'est-à-dire la non-reproduction des germes, et l'asepsie, c'est-à-dire la stérilisation. Il est le fondateur authentique de l'enzymologie et de la génétique, bien que des titres ont été, et des prix Nobel ont été attribués à d'autres savants à tort. Ils auraient dû être attribués à Béchamp. Et très vite, lorsque Pasteur a annoncé, a mis en route son nouveau paradigme, il a affirmé que la panspermie atmosphérique à la base du microbisme de Pasteur est une erreur et que cela, c'est en fait simplement une hypothèse qui n'a jamais été vérifiée. Il y a certes des germes transportés par les poussières de l'air, mais ce sont les germes qui ont servi
au démontage des corps décédés après leur décès. Et le but, c'est de redistribuer la matière azotée pour le cycle de la vie. Son immense travail de découverte se fait autour des microzymas qui sont les fondements mêmes de la vie. Je vous propose un exemple, vu sur fond noir, sur une goutte de sang, un grossissement de 1000. Vous avez les globules rouges qui sont disposés en rouleau et les granulations mobiles que vous voyez bouger entre les globules rouges, ce sont les microzymas. Ces petites granulations sont véritablement le fondement de la vie. Que sont les microzymas? Eh bien, on les connaît déjà avant Deschamps. À l'époque, on les appelait les granulations microscopiques. On savait que les cellules n'étaient pas un organisme autonome se multipliant, mais qu'elles étaient construites par les microzymas. Ça avait été observé et des publications avaient été faites déjà avant Deschamps. Actuellement, nous les connaissons sous des noms divers, parce que les scientifiques sont bien obligés de les redécouvrir, même s'ils font semblant de rien. Gaston Nessens, un technicien en microscopie français, exilé au Canada, les a redécouverts et baptisés somatides. Anderlein, un très grand savant allemand, les a également redécouverts et baptisés endobiontes. Les géologues modernes les ont baptisés nanobes ou nanobactéries dans les années 1990-2000. Et le professeur Montagnier lui-même en parle au cours de ses travaux sur le sida. Il les mentionne, et il les mentionne sous le nom de mycoplasme. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, ce sont des petites granulations qui mesurent entre 30 et 60 nanomètres de diamètre, qui sont animées du mouvement brownien, c'est-à-dire une sorte de danse tourbillonnante perpétuelle, et que l'on retrouve dans tous les tissus vivants. On peut les observer facilement au microscope, à partir d'un grossissement de 750 et même de 500 sur fond noir, comme je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc Gaston Nessens a fait une expérience étonnante. Il a pris un lapin blanc et un lapin noir. Et il a prélevé un petit peu du sang du lapin blanc, il en a extrait les microzymas, les a mis en solution, et a injecté cette solution un peu tous les jours au lapin noir, et inversement, le sang du lapin noir au lapin blanc. Eh bien, au bout de quelques temps, les deux lapins sont devenus gris. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que si il a fait l'expérience de prélever un carré de peau du lapin blanc, et de l'ancien lapin blanc plutôt, et de le greffer sur le lapin noir, et inversement. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les greffes ont parfaitement tenu. Et donc là, on a certainement une piste extrêmement sérieuse à étudier pour pouvoir faire les greffes à l'avenir sans passer par des chimiothérapies anti-immunitaires à vie. Dans les années 90, les géologues les ont redécouverts, baptisés nanobes, je vous l'ai déjà dit, et quelques biologistes se sont lancés dans la recherche avec les moyens modernes. Et bien sûr, ils ne connaissent pas Béchamp, ils ne savent pas le travail qu'a fait Béchamp. Mais ils repartent à zéro et ils cherchent à étudier sa structure profonde. Et en particulier, Madame le professeur Hubins en Californie, qui a fait des photos au microscope électronique tout à fait étonnantes comme celle-ci. Le but de cette dame était de démontrer qu'il s'agissait d'une microcellule. Eh bien, effectivement, il semble bien exister une membrane, un peu comme pour la cellule. Mais en fait, on le verra, la membrane cellulaire est constituée par des microzymas. Ce qui est tout à fait étonnant dans cette observation, c'est cette ombre que l'on trouve à l'intérieur du microzyma et qui est extrêmement régulière et qui fait penser à un cristal. Nous savons bien que le silicium est utilisé en informatique pour mémoriser les informations et les programmes de nos ordinateurs. Il n'est pas du tout interdit de penser que ce cristal, qui est probablement du silicium, est là pour justement mémoriser toutes les informations héréditaires que nous apportons en venant sur Terre. Vous savez bien, pour construire une voiture, il faut une idée
un plan, une chaîne de montage. Eh bien, pour créer un être vivant, il faudra un projet qui se situera au niveau de l'intelligence du créateur, un plan qui sera inscrit sur ce cristal et une chaîne de montage qui serait l'ADN et l'ARN dont parlent les biologistes officiels aujourd'hui. En plus, s'il s'agit effectivement d'un cristal, cela fait du microsima le chaînon manquant, le chaînon de base entre le règne minéral et le règne vivant, puisqu'on va retrouver ces microsimas dans tout ce qui est vivant. Il n'y a pas de vie sans microsima. Et tout cela, bien sûr, bouleverse le peu que nous savons sur la vie. Et cela va nous permettre certainement de comprendre des choses, si nous continuons à approfondir, qui nous étaient jusqu'à présent complètement cachées. Ce qui est absolument certain, et que le professeur Béchamp a démontré de manière absolument irréfutable, c'est que la vie prend naissance et s'organise au cœur de chaque microsima. C'est là qu'ont lieu les combustions qui fournissent l'énergie indispensable à la vie. C'est là que sont synthétisées les enzymes ozymases qui permettent les transformations chimiques étonnantes qui ont lieu en permanence à tous les niveaux des organismes complexes. Ce sont les microsimas qui bâtissent le tissu conjonctif, qui est le squelette microscopique de tous les corps organisés. Ce sont eux qui bâtissent les cellules, qui sont indispensables pour la transmission rapide des informations et pour les échanges de substances chimiques ionisées. Ce sont eux qui construisent les bactéries ou microbes qui ont pour mission de nous guérir. Voici un schéma qui récapitule un petit peu la structure microscopique du squelette de l'organisme vivant. Il s'agit en fait, le tissu conjonctif est constitué par une trame de fibres collagène et de fibres élastiques. Cette trame est maintenue bout à bout par des microsimas qui, de ce fait, cessent de se mouvoir, ils deviennent immobiles, leur fonction est extrêmement importante. Sachez que l'on a démontré qu'à volume égal, du tissu conjonctif est plus solide que du béton armé. À l'intérieur de cette trame, qui est évidemment en 3 dimensions, les microsimas synthétisent un gel colloïdal dans lequel ils vont pouvoir se déplacer. Et ils vont, une fois à l'intérieur de ce gel, ils vont pouvoir construire tous les ingrédients de la vie. C'est-à-dire que nous savons que si le milieu bioélectronique est modifié par l'action des substances chimiques qui se trouvent au niveau de l'extrémité des nerfs et qui sont libérées à la demande du cerveau, si le milieu devient acide et oxydé, les microsimas vont construire des bacilles tuberculeux. Si le milieu devient alcalin, les microsimas vont construire des bactéries banales, staphylocoques, streptocoques, piocyanniques, etc. Si le milieu devient acide et réduit, les microsimas vont construire des cellules. Les cellules n'ont pas de vie propre. La membrane cellulaire est constituée par des microsimas juxtaposés et qui sont autolysés. Le noyau cellulaire n'est pas du tout la réserve des chromosomes, il est en fait une réserve de microsimas qui sont a priori destinés à se mobiliser en cas de besoin. Et puis bien sûr, il y a à l'intérieur de la cellule un certain nombre d'organites qui sont là aussi probablement constitués de microsimas juxtaposés, comme les mitochondries, comme l'appareil de Golgi, etc. Ce qui est à noter, et notez-le pour tout à l'heure, c'est que dans le milieu intracellulaire, la proportion de sodium et de potassium est exactement inverse que dans le milieu extracellulaire. Et comme il s'agit d'ions ionisés, cela crée bien sûr des champs électromagnétiques très puissants qui vont permettre de comprendre la transmission de certaines substances d'un bout à l'autre de l'organisme en quelques minutes, parce que, je ne sais pas si vous le savez, c'est une autre réalité, malheureusement qui n'est pas très connue, c'est que le sang ne circule pas à toute allure comme on pourrait l'imaginer. Le sang met plus d'une demi-heure pour faire le tour du corps. Alors, lorsque vous mettez par exemple un suppositoire de calytine, eh bien, pour que la laine sente le calytine, si ça passait par le sang, ça mettrait une demi-heure. Or, vous le savez, en moins d'1 minute, votre haleine est déjà parfumée à l'eucalyptine. Donc, il se passe autre chose et il y a encore des choses à découvrir et à comprendre.
Voilà, toute cette approche biologique du vivant permet de quitter le paradigme de guerre de la médecine officielle, qui quelque part n'est pas vraiment complémentaire avec la médecine d'Hippocrate ou avec la médecine de demain, parce que quelque part, il est bâti sur des mensonges. Les bactéries, les bacilles tuberculeux, les candidats albicans, tous les microbes sont des machines-outils construits par les microzymas pour faire face à des chantiers trop importants pour qu'ils puissent travailler en solo. Leur présence signe obligatoirement une guérison, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose de catastrophique. Voilà. Donc la médecine officielle, bien sûr, il faudra garder toutes les dimensions qui sont positives, comme tous les acquis en cardiologie, tous les acquis par rapport aux greffes, tous les acquis par rapport à la chirurgie, à l'imagerie médicale, mais il y a beaucoup de choses qu'il faudra mettre de côté, parce que manifestement, ce n'est pas la vérité. Voilà, tous ces signes nous amènent à reconsidérer la vie et la santé, bien sûr, de manière totalement différente, et le bon sens va retrouver ses lettres de noblesse, en couplant ces données avec la psychosomatique. Alors évidemment, sorti de la théorie pasteurienne, le système immunitaire n'existe plus en tant que tel. Nous pouvons éventuellement, si vous le désirez, parler d'un système identitaire fondamental. Nous le savons aujourd'hui, des études extrêmement sérieuses ont été faites, en particulier par un médecin qui s'appelle Kremer en Allemagne. La plupart des remèdes antiviraux, les chimiothérapies, les substances prétendument anti-immunitaires que les médecins recommandent lors des maladies dites auto-immunes ou lors des greffes sont en fait des substances hyperoxydantes qui détruisent littéralement la matière vivante qui nous constitue. Et il y a beaucoup d'autres produits non médicamenteux qui vont dans le même sens, comme les additifs alimentaires, les pesticides, les poppers. Toutes ces substances détruisent ou affolent les microzymas. Elles sont à l'origine de très nombreuses complications lors des pathologies ou des maladies. Les cancers prennent des proportions effrayantes, voire catastrophiques, lorsque le terrain est hyperoxydé. Et les maladies peuvent devenir mortelles lorsqu'elles devraient être bénignes et toutes simples. C'est le cas par exemple des maladies comme l'hépatite, la méningite, la rougeole. Lorsqu'on dit que ces maladies sont fulminantes, eh bien c'est que justement la personne va probablement mourir dans les heures qui suivent. Aujourd'hui, nous avons pu le démontrer par la pratique avec nos patients depuis 2002. Si nous consommons régulièrement de la vitamine E naturelle et de la vitamine C sous forme d'acide L-ascorbique en quantité suffisante, eh bien, nous évitons justement de façon évidente ce terrain hyperoxydé. Et tous les débordements dont nous parlions il y a 5 minutes sont absolument éradiqués. Lors d'une pathologie ou d'une maladie déclarée, si le malade consomme des quantités énormes d'antioxydants, éventuellement même du glutathion réduit, qui est, si vous voulez, le point d'arrivée de tous ces antioxydants au niveau du microzyma, eh bien, la maladie va revenir à des proportions vivables et acceptables. Les tumeurs peuvent fondre jusqu'à 70% de leur volume, rien qu'avec 70 à 100 grammes de vitamine C en quotidien, si cette vitamine C est administrée en intraveineuse. Et un petit peu moins sous forme de lavement barité, sous forme de lavement recto. Voilà, ces faits ont été démontrés expérimentalement aux États-Unis, en particulier au Kansas. Bien sûr, les chercheurs n'ont pas compris ce qui s'était passé, mais ils reconnaissent que les tumeurs ovariennes, pancréatiques, les tumeurs du cerveau ont été ralenties dans leur croissance, elles sont devenues plus petites. Et selon les chercheurs, les hommes bénéficient des mêmes résultats après une injection de vitamine C intraveineuse. Mais attention, les antioxydants ne sont pas des médicaments. Ils ne sont pas des remèdes miracles. Ils ramènent simplement la vie, les pathologies et les maladies à leur dimension optimale. C'est déjà énorme. Mais pour guérir totalement, pour fondre totalement une tumeur, un processus cancéreux, il faut allier à cette hygiène fondamentale les acquis de la médecine psychosomatique et je dirais même une dimension spirituelle dans votre vie, quelle que soit la religion que vous choisissez pour y accéder. Nous allons donc aborder maintenant la médecine psychosomatique. Il s'agit d'un nouveau paradigme qui résulte d'une accumulation d'observations, là encore, et qui font apparaître notre corps physique comme un formidable ordinateur
coordonnée par le calculateur central qu'est le cerveau. Alors, sur le plan historique, 1917, Georges Grodel compose les bases, c'est un psychanalyste autrichien. Henri Laborit et Michael Balint démontrent un à un les rouages de cette formidable mécanique aux alentours des années 70, 50-70. Mais c'est surtout le docteur Reinhard Hammer qui, à la suite du décès de son fils en 1978, dans des conditions dramatiques, va découvrir, plutôt redécouvrir cette médecine psychosomatique, et il va l'explorer en allant véritablement jusqu'au bout de là où on peut aller dans ce domaine. Par la lecture des scanners cérébraux sans préparation, il arrive à démontrer la part systématique que prend le cerveau dans les processus pathologiques. Et on peut, grâce à lui, dire aujourd'hui que toutes les pathologies sont psychosomatiques, à part les problèmes d'empoisonnement ou de carence. Alors le docteur Reinhard Hammer est très contesté aujourd'hui. Il est très contesté, pourquoi? Parce qu'il dérange, parce qu'il a pu guérir objectivement, sans chimiothérapie, sans radiothérapie, sans intervention mutilante, plus de 95% de ses patients lorsqu'il disposait encore d'un service médical dans une clinique à Tübingen. Et ces résultats ont été confirmés par les autorités allemandes qui cherchaient à le discréditer 10 ans plus tard et qui ont retrouvé les patients en question. Il a été emprisonné par 2 fois pendant 18 mois, une fois à Tübingen, une fois en France, comme un malfaiteur, suite à des plaintes ou des manipulations malhonnêtes, alors que ces découvertes ont été vérifiées plus d'une dizaine de fois par les plus grands cancérologues du monde entier, et qu'elles sont aujourd'hui plagiées par les Américains. Donc c'est véritablement un savant extraordinaire. Alors, sur le plan humain, il émet aujourd'hui des opinions politiques qui lui sont personnelles et que nous ne partageons absolument pas, qui le regardent et qui n'interfèrent, à notre avis, en rien sur la valeur de ces découvertes scientifiques. Je crois pouvoir dire qu'il mériterait 100 fois le prix Nobel aujourd'hui. Si nous abordons la psychosomatique, nous pouvons dire que nous sommes constitués de 4 instances. La vie, le corps physique, la psyché, l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la vie? Ben, on n'en sait pas trop rien, à part la réalité des microzymas, mais c'est quelque chose de tout récent. Le corps physique, un ordinateur biologique formidable, on vient de le voir, et le calculateur, c'est le cerveau. La psyché, c'est notre instance énergétique, émotionnelle. C'est l'instance chargée de digérer les émotions avec l'aide du cerveau limbique et d'émettre les sentiments animaux, que ce soit la colère, la rancœur, la jalousie ou l'amour inconditionnel. L'esprit est capable de faire face aux émotions et de reprogrammer notre cerveau, calculateur central de notre corps physique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est essentiel d'intégrer à notre vie la dimension de l'esprit. Comprenons-le tout de suite, le cerveau n'est pas le dépositaire de l'intelligence. Le cerveau est un ordinateur absolument formidable, mais c'est tout. C'est notre pilote automatique, c'est déjà beau. L'intelligence, la conscience, la liberté, la créativité, ça se situe ailleurs, au niveau de notre esprit. Et les orientaux le situent au niveau du point hara, c'est-à-dire au milieu du ventre, un peu sous le nombril, et je pense qu'ils ont raison. Parce que, comme par hasard, le mot esprit est anagramme de tri. Et la langue française est une langue très riche sur ce plan-là. Nous savons bien sûr, certaines tempêtes émotionnelles sont tellement violentes qu'elles nous mettent véritablement en danger. Lorsque c'est le cas, nous perdons tout sang-froid et nous risquons l'accident à tout moment. Et nous sommes tellement accaparés par le stress que nous ne pouvons plus ni manger ni dormir. Eh bien, vous savez très bien que vous ne pouvez pas vivre très longtemps sans manger ni vous reposer. Donc, tout cela se situe à un niveau biologique archaïque très profond. Ce stress accapare la totalité de notre cerveau, qui est notre pilote automatique. Et c'est lui qui va intervenir alors à notre insu et mettre en place la pathologie. Pathologie, bien sûr, c'est l'expression de souffrance. Tout se passe comme si cette tempête émotionnelle, le fameux Dirkhammer syndrome, selon la terminologie utilisée par le docteur Hammer, provoquait un énorme orage cérébral. Normalement, le cerveau limbique est chargé de gérer les émotions, mais là, il est débordé, et l'orage s'étend à tout le cerveau, que ce soit le télencéphale, c'est le cerveau supérieur, le cervelet
ou le tronc cérébral. Et je vous disais, l'intensité du stress est telle que l'individu est incapable de repasser régulièrement en vagotonie pour se reposer, pour manger, pour refaire ses forces. Et puis, il est tellement accaparé par le stress qu'il en oublie les règles les plus élémentaires de prudence. Et l'accident est alors inexorable à court terme. Donc, en pareil cas, le cerveau fouille les mémoires, à notre insu, bien sûr. Tout cela n'est pas conscient. Et il va mettre en œuvre une solution de survie. Mais bien sûr, vu l'urgence, il n'a pas le temps de passer en revue toutes les solutions de survie enregistrées depuis la nuit des temps. Nous sommes l'aboutissement de toute la phylogénèse végétale et animale, et nous avons donc des programmes de survie qui remontent à toutes les espèces. Alors, le cerveau a classé ces solutions de survie, un petit peu comme on classerait des livres dans des bibliothèques différentes. Il y a une bibliothèque pour la philo, une bibliothèque pour les maths, une bibliothèque pour l'histoire, une bibliothèque pour les romans. Eh bien, c'est un peu comme ça. Le cerveau a mis en place un système de classement qu'on appelle les symboles. Et il a classé ces solutions de survie dans les symboles qui correspondent. Et lorsqu'il se trouve en situation dramatique comme cette tempête dont nous parlons, eh bien, il va ouvrir le symbole qui lui paraît le plus approprié. Et là, il ne fouille pas. Il prend le premier programme qui tombe sous la main, et souvent, c'est le plus archaïque, ce qui est tout à fait étonnant. L'application de ce programme est mise en route immédiatement par une région précise du cerveau qui est le foyer de Hammer. Pourquoi on l'appelle foyer de Hammer? Eh bien, ce sont les médecins officiels qui se moquaient des découvertes du docteur Hammer qui ont baptisé ces zones comme cela, des zones que l'on peut voir sur un scanner cérébral sans préparation. Eh bien, cette région du cerveau très particulière, missionnée pour prendre en charge ce stress, fonctionne comme un paratonnerre. Elle récupère l'énergie négative, elle la concentre, et de ce fait, elle libère le reste du cerveau, ce qui permet à l'individu de retrouver un minimum d'appétit et de sommeil. Bon, bien sûr, sa tension psychique va rester élevée, mais supportable. Et puis, il va retrouver la capacité d'analyser la situation, de garder son sang-froid et de faire face à la situation, éventuellement même de débrancher immédiatement la pathologie qui se mettait en route. Au cœur de ce foyer de Hammer se produit une véritable transformation alchimique. L'énergie du stress négatif devient une énergie de vie et de survie. C'est ce foyer de Hammer, débordant de cette énergie positive, qui met en œuvre la pathologie et va gérer le fonctionnement turbo de ce néo-organe. Alors cette fameuse bouée de sauvetage, ou ce cancer, si on l'écrit correctement, peut prendre des formes diverses selon le programme choisi. Ça peut être une tumeur solide, équivalente à l'organe, mais en fonctionnement turbo. L'exemple le plus simple, c'est le cancer des mamelles des vaches laitières. Vous savez qu'une vache normale, lorsqu'elle a son veau avec elle, elle produit entre 4 et 5 litres de lait par jour. C'est un lait très, très fluide, très léger, translucide. Et bien, si on lui enlève son veau, elle se met en hyperstress parce qu'elle le croit en danger de mort, et en danger de mort par famine. Et la solution pour elle, eh bien, c'est de fabriquer beaucoup de lait, et un lait hyper nourrissant. Et donc ça, elle va transformer ces mamelles en véritable cancer. Ces mamelles vont devenir dures comme de la pierre, et au lieu de fabriquer 4 à 5 litres de lait, elles vont fabriquer 20, 30, 40, voire 50 litres de lait par jour, et un lait beaucoup plus riche que le lait originel, un lait qui sera opaque à la lumière. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, et la vache en question ne vivra pas très vieux, parce qu'elle va donner toute sa substance pour tenter de sauver son bébé. Il y a bien d'autres tumeurs solides, en particulier les tumeurs boucliers que nous faisons pour nous protéger. Les mélanomes, les cancers de la langue, les cancers de la plaie, les cancers du péritoine, des méninges, la maladie de Recklinghausen. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que, par exemple, si quelqu'un vous braque avec un pistolet au niveau de la tempe, par exemple, eh bien, vous allez développer un épaississement en guise de bouclier au niveau de ce qui est censé protéger le cerveau, c'est-à-dire au niveau des méninges.
Et lorsque la menace s'éloignera, et lorsqu'il n'y aura plus aucune menace, quelque temps après, eh bien ce bouclier sera démonté et vous développerez à ce moment-là une maladie qu'on appelle la méningite. C'est un exemple parmi bien d'autres, mais tous ces cancers boucliers ont un sens. D'autres cancers sont en fait des caries. Le cancer de l'os, par exemple, est une carie de l'os, c'est un trou au niveau de l'os. Les caries dentaires sont des cancers d'ailleurs. Hein. Et pourquoi on fait des caries dentaires? C'est parce qu'on n'a pas le droit ou parce qu'on n'arrive pas à mordre. Donc les dents sont devenues inutiles. Et on fait un cancer de l'os lorsque on encombre, on commence à démonter notre corps de notre vivant. Et il faut savoir que lorsqu'il y a le processus de guérison de ces mécanismes de carieux, eh bien cette guérison se traduit par une réparation qui est un peu exubérante, comme le cal osseux qui répare une fracture d'un os. Et cette réparation exubérante, on appelle ça un sarcome. Il peut y avoir des ulcérations des muqueuses de la peau. Ça, c'est encore un programme très archaïque qui remonte aux poulpes. Chaque fois que nous vivons une séparation, eh bien, il faut construire des ventouses pour pouvoir éviter une séparation plus tard, lorsqu'on aura retrouvé le contact. Les paralysies motrices, les troubles sensitifs sont aussi des équivalents de cancer. Bien sûr, il n'y a pas de tumeur ou de carie dans ce cas-là, mais l'anomalie fonctionnelle, l'anomalie motrice qui se met en place a un sens. Elle nous sert à quelque chose. Par exemple, on fait une paralysie lorsque le déplacement est dangereux. Hein, je donne un exemple tout simple. En 1880, je crois que c'est, je ne sais plus exactement en quelle année, Pasteur a développé une hémiplégie. Eh bien, c'était juste après un échec complètement cuisant au niveau de ses recherches soi-disant biologiques par rapport au ver à soie. Et il était venu pendant 4 ans consécutifs travailler sur la question à Alès, aux frais des paysans locaux et subventionné très largement par les pouvoirs politiques de l'époque. Eh bien, lorsqu'il s'en va la 4e année, c'est sous les jets de pierre des paysans qui en ont marre de se faire rouler. Eh bien, à la suite de ça, Pasteur développe une hémiplégie gauche parce que pour son cerveau, il ne faut pas retourner là-bas et le cerveau n'a pas 36 programmes pour le déplacement. Le seul déplacement qui lui est accessible, c'est la marche. Donc, il ne peut plus marcher à partir de là. Alors les anomalies sensorielles sont aussi des équivalents de cancer, la dépression également, et puis certains troubles fonctionnels comme le diabète, comme l'hyperthyroïdie, comme tous ces troubles endocriniens peuvent être des équivalents de cancer, peuvent être considérés comme tels, et ils peuvent guérir comme les cancers peuvent guérir. En effet, c'est le même cerveau qui a mis en place la pathologie et la même zone du cerveau qui va pouvoir gérer le démontage de ce processus pathologique lorsqu'il sera nécessaire. Nous entrerons alors dans la phase de maladie ou réparation. Le processus de guérison ou maladie, c'est la phase la plus délicate de toute l'aventure morbide, bien sûr, parce qu'en effet, il s'accompagne systématiquement d'une grande fatigue, d'un œdème local intracellulaire, c'est-à-dire avec inflammation et douleur. Ce n'est pas les jambes gonflées le soir lorsqu'on est resté longtemps debout, ça n'a rien à voir. Et il y a toujours à ce moment-là un risque de dérapage, surtout s'il y a carence en vitamines, en aliments, en sucre, en eau, en repos. Et dans ce cas-là, ce dérapage peut se traduire par des réparations exubérantes, comme les polypes, comme les sarcomes, et parfois des démontages complètement délabrants, en particulier certains cancers du sein. Donc pour que les choses se passent au mieux, il faut respecter 5 conditions biologiques essentielles. Et ça, je crois que c'est très très important. La première des choses, c'est boire beaucoup d'eau, et de l'eau la plus propre possible, la plus dynamisée possible. Le deuxième point extrêmement important, c'est le sucre. Nos microzymas, pour réparer, pour guérir, ils ont besoin d'énormément de carburant. Et le carburant de notre organisme
qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou non aux cancérologues, aux diététiciens, aux naturopathes, eh bien, le carburant en question, c'est le sucre. Et le sucre le plus blanc, le plus pur possible, en fait, le glucose. Des études sont en route dans la plupart des pays du monde, sauf en France, bien sûr, qui démontrent que le sucre permet, facilite et accélère le démontage de la plupart des cancers. C'est donc extrêmement important. Et il s'agit d'expérimentations autour de sucre parfaitement pur, c'est-à-dire, bien sûr, blanc. Alors, dans un processus de maladie, il est absolument essentiel de consommer du sucre et pratiquement tous les quarts d'heure. Et le sucre, un des sucres les meilleurs que l'on puisse utiliser, ce sont les bonbons au sucre bien sûr, pas les bonbons à l'aspartame. Voilà. On peut utiliser bien sûr aussi des farineux, du miel, du sirop d'érable, mais en tout cas, il est essentiel à ce stade-là, pour éviter d'augmenter l'inflammation de la douleur, d'éviter tout ce qui est brut, éviter les sucres roux, éviter les rapadura, éviter les miels un peu trop foncés. Troisième grande condition, faire des repas équilibrés. Ce n'est pas le moment de jeûner. Beaucoup de naturopathes recommandent le jeûne, mais c'est dans une dialectique de guerre. Ils veulent affamer les cellules cancéreuses. Il n'y a pas besoin. Le processus cancéreux n'est pas maléfique. Il est là pour nous aider, pour nous sauver la vie, et il va se démonter spontanément, très naturellement, et il n'y a pas besoin de faire la guerre contre le processus cancéreux. Mais vous savez bien, on ne peut pas réparer une autoroute avec du papier, il faut des matériaux de qualité, et c'est exactement pareil pour notre organisme. Notre organisme doit être solide, il doit donc bénéficier pendant ces phases de maladie d'un certain nombre de matériaux de très bonne qualité, des acides gras comme l'huile d'olive par exemple qui est essentielle, des protéines animales. Là encore, si vous consommez des protéines végétales pendant la phase de maladie, vous allez être obligé de les transformer en protéines animales. C'est un travail colossal. Ce n'est peut-être pas le moment quand on est malade. Il vaut mieux utiliser des œufs, des laitages prédigérés, etc. Quatrième condition, bien sûr, évidente, se reposer. Vous savez bien qu'une fracture, si elle n'est pas immobilisée, ça fait horriblement mal. Mais c'est pareil, lorsque vous êtes en processus de guérison d'une pathologie, d'un cancer, il faut vous reposer, il faut rester au lit le plus longtemps possible dans la journée. Et puis bien sûr, les antioxydants et surtout vitamine C, vitamine E, éventuellement d'ailleurs aussi le glutathion, mais nous n'avons pas encore l'expérience de ce produit, c'est encore à découvrir. C'est pendant cette phase de maladie, réparation, que les malades ont besoin d'être aidés. C'est d'ailleurs dramatique parce qu'en général, c'est à cette phase-là qu'ils consultent et les médecins qui n'ont pas compris le processus les mettent dans un processus, les installent dans une dynamique de guerre à outrance contre un processus qui est en train justement de se démonter et de guérir. Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il nous faudrait, pour pouvoir accompagner ces malades, pendant cette phase de guérison, il nous faudrait une structure médicale classique, genre hôpital, genre clinique. C'est même indispensable pour pouvoir garantir des résultats aussi merveilleux que ce que Hammer avait pu obtenir au début de ses découvertes, lorsqu'il avait encore à sa disposition un service dans une clinique. Parce que bien sûr, il faut pouvoir faire à ces malades des perfusions de vitamine C intraveineuses, pour pouvoir minimiser la taille des tumeurs et faciliter le travail de démontage. Il faudrait toute l'assistance humaine, tout l'accompagnement compatissant efficace des infirmiers. Il faudrait toute la compétence d'une équipe médicale qui ne soit pas branchée sur la peur et sur la guerre de la médecine officielle, mais qui comprenne la réalité de ces processus de vie et qui les accompagne intelligemment. Et il faut parfois, souvent, l'aide d'un chirurgien pour accélérer le démontage de certaines tumeurs qui mettraient des mois à disparaître. Alors, et bien sûr, vu sous cet angle, la maladie prend son sens. Elle prend un sens intelligent, cohérent et qui, quelque part, est satisfaisant pour nous. Pour le comprendre, bien sûr, il faut abandonner la peur, la guerre
de la médecine officielle. Il faut abandonner les pratiques comme la chimiothérapie, la radiothérapie, les opérations mutilantes trop souvent pratiquées. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il nous faut coupler bien sûr la psychothérapie, l'accompagnement psychologique, mais aussi la chirurgie, la réanimation, parfois les antibiotiques, les antalgiques, la cortisone. Voilà, je vais vous proposer quelques cas cliniques, ça vous permettra de faire une meilleure opinion. Radmila, que nous avons baptisé ici Ligia, qui est son deuxième prénom, est une Roumaine. Elle a présenté un cancer de l'amygdale en 2004 et elle a consulté les plus grands ORL de la région parisienne où elle habitait. Et puis, chaque fois, elle retardait l'intervention ou les traitements qu'on lui proposait. Elle n'était pas d'accord. Elle était suivie parallèlement par un naturopathe de la région parisienne. Et puis en 2006, en juillet, un ganglion énorme apparaît au niveau du cou. Vous en voyez une image là sur cette photo vue de derrière. Et bien sûr, elle consulte et les médecins proposent une biopsie. Et les biopsies confirment que ce serait une métastase du cancer de l'amygdale. Et le médecin la traite comme une enfant. Il la gronde en lui disant qu'elle a laissé évoluer les choses de façon dramatique. Mais elle continue dans sa lancée, elle refuse toujours de rentrer dans le système classique. Fin juillet 2006, elle commence une cure de vitamine C sur le conseil de ce thérapeute de Paris, à raison de 30 grammes par jour d'acide N-ascorbique. Et alors, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, eh bien, le ganglion gonfle, il devient énorme, et rouge et douloureux. Et c'est ça qui est important. En fait, la vitamine C a permis la bascule en guérison. Et donc l'inflammation apparaît. Donc c'est à ce moment-là que le naturopathe, un peu désarmé, nous la confie par téléphone. Et elle me téléphone à ce moment-là. Elle est en état de trismus, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus ouvrir la bouche. Elle a un torticolis épouvantable, horriblement douloureux. La moindre vibration la fait souffrir. Elle est bien sûr totalement intransportable. Nous sommes en Espagne, elle est à Paris. Eh bien, nous allons l'accompagner par téléphone et grâce à des photos pendant des semaines et des mois. Bien sûr, je vais lui recommander de l'homéopathie, des vitamines, du repos, des légumes cuits à 2 eaux. Et puis surtout, je vais lui laisser parler sa peur, lui laisser parler ses inquiétudes, ses soucis, ses angoisses. Et puis je vais essayer de la rassurer, de l'écouter, de lui expliquer qu'il n'y a pas de risque vital. Et effectivement, le cancer n'a pas pour but de nous faire mourir, mais au contraire de nous faire survivre. Il est là pour nous sauver la vie. Et ce soi-disant ganglion, en fait ce n'était pas un ganglion, mais un vestige de branchie qui n'avait aucun lien direct avec l'amygdale, et bien ce ganglion va évoluer vers une absédation spontanée, du caséum tuberculeux va s'écouler, qui prouve que, en fait, le bacille qui a permis le démontage est du bacille tuberculeux qui s'est mis en place, qui s'est construit sur place, comme je l'expliquais tout à l'heure, à partir des microzymas de l'organisme. Et parallèlement, l'amygdale se démonte. Bien sûr, il n'y avait aucune urgence pour décoder. Elle est venue nous voir et faire ce travail en février 2007, c'est-à-dire plus de 7 mois après le début de la maladie. Et nous avons pu faire ce travail de décodage et quelque part de spiritualisation, puisque c'est ça qui est important à ce moment-là. Yvonne est une dame un peu plus âgée, elle est née en 1938, elle est venue nous voir en octobre 2004. Alors c'est une femme qui a fait toute une série de cancers du sein qui ont récidivé. D'abord un premier cancer du sein droit, et elle a subi une intervention délabrante en août 1995 avec ablation totale du sein et du muscle pectoral. Le bilan anatomopathologique montrait une mastose importante avec un seul tout petit foyer de carcinome. Donc je vais vous parler maintenant d'un cas de sida tout à fait caractéristique. Alors l'histoire de Gérard, elle commence en 1986, il a alors 23 ans. Lors d'une consultation banale, une prise de sang est faite et on lui apprend qu'il est séropositif. Le choc de la nouvelle l'étourdit, il ne comprend pas. Bien sûr, c'est un garçon
jeune, qui a fait la fête, qui a touché à l'alcool, qui a touché au cannabis, mais il n'a jamais utilisé de drogue dure, et en tout cas jamais de drogue par voie intraveineuse, et il n'est pas homosexuel. La nouvelle le laisse hébété, il ne réalise pas tout de suite. Quelque temps après, en 1990, il vit sans doute le plus grand amour de sa vie. Pendant 2 ans, il fait comme si de rien n'était. Il ne parle pas de son sida, de cette séropositivité. Il se contente d'utiliser les préservatifs de manière systématique pour protéger la femme qu'il aime. Mais peu à peu, il mesure le risque qu'il a de la contaminer et inconsciemment, il se rend odieux pour provoquer la rupture. Cette rupture a lieu en 1994. Là, vraiment, il se force. Il va à l'encontre de son sentiment profond. Ça lui fait horriblement mal et en même temps, il se sent épouvantablement coupable. À la fin du mois de décembre 1994, donc après la séparation, eh bien, il bascule en réparation, en guérison. Et évidemment, dans le processus du sida, comme dans toutes les maladies, il y a des foyers de Hammer dans le cerveau. Ces foyers de Hammer, au moment de la maladie, se démassent et ça crée des céphalées extrêmement importantes à ne pas tenir debout, d'autant que les conflits sont tellement nombreux et cumulés dans le processus du sida que les foyers de Hammer sont extrêmement nombreux. Il est hospitalisé, on lui parle de méningite mycosique liée au sida et on lui fait un premier traitement officiel à base d'AZT et compagnie. Selon la médecine officielle, son sida est devenu actif. À sa sortie de l'hôpital, il stoppe le traitement, mais il rechute en février 1995. Bien sûr, il faut bien comprendre ça. Dans les processus de guérison, le fait de mettre les gens sous substances toxiques, c'est un petit peu comme dans les vaccins l'adjuvant d'immunité, ça empêche le processus de guérison, donc ça amène une amélioration transitoire. Mais dès qu'on arrête ces substances toxiques, le processus de guérison repart, donc l'œdème et l'inflammation repartent, et donc il se retrouve à nouveau à l'hôpital et il passe même 15 jours dans le coma. Il sort de l'hôpital fin mai et c'est à ce moment-là, comme par hasard, qu'on lui apprend que son amie, celle qu'il a quittée courant 94, est devenue séropositive, soi-disant pendant leur relation. Bien sûr, la culpabilité ne va faire qu'augmenter et à partir de là, il décide de se soumettre au traitement officiel. En 1996, il rencontre une nouvelle amie et pour éviter toute contamination, il commence carrément une trithérapie, bactrim, triflucan et AZT. En novembre 1998, malgré le traitement, la charge virale augmente. Alors la charge virale, j'aimerais bien un jour que l'on m'explique qu'est-ce que c'est que la charge virale, puisque ces gens-là n'ont jamais vu de virus. Donc je voudrais bien qu'on raconte autre chose que des âneries et qu'on arrive à montrer aux gens autre chose que des ouvrages au crochet pour parler de charge virale ou de choses comme ça. Toujours est-il qu'il est automatiquement mis en quadrithérapie. Cette quadrithérapie déclenche très rapidement, au bout de 2 mois, une neuropathie périphérique effroyable au niveau des pieds. Il en est à pleurer de douleur jour et nuit. Et bien sûr, on va le mettre sous morphine. En mai 1999, 5 mois après, il présente une fièvre à plus de 39 pendant 10 jours. Il est à nouveau hospitalisé. Les médecins ne trouvent rien. Il parle de méningite tuberculeuse. Il rajoute à son traitement de quadrithérapie un traitement antituberculeux et bien sûr toujours la morphine. En juillet 1999, quand il sort de l'hôpital, il est à ce qu'on appelle J-15, c'est-à-dire que les médecins lui disent qu'il vous reste une quinzaine de jours à vivre. Rentrez chez vous pour mourir tranquille chez vous. On vous en donnera toute la morphine et tout ce que vous voudrez pour passer le cap. Il pèse environ 35 kg. Bon, c'était pas un homme grand, enfin, il mesurait quand même au moins 1m70. Imaginez, 35 kg pour 1m70, il sortait de Dachau. Donc c'est à ce moment-là qu'il consulte et qu'il entreprend, sur mon conseil, une cure massive de vitamine C. Évidemment, il n'est pas question de faire des intraveineuses ou des perfusions, donc on utilise la technique des lavements avec de l'ascorbate de sodium, c'est-à-dire de la vitamine C tamponnée par du bicarbonate. Bien sûr qu'il ne faut surtout jamais faire de lavement avec de la vitamine C acide, ce serait déclencher des coliques absolument effroyables.
Donc je lui recommande de faire une cure de 120 grammes par jour d'ascorbate pendant 10 jours, puis 60 grammes par jour les 10 jours suivants, puis 40 grammes par jour les 10 jours d'après. Eh bien, figurez-vous qu'au deuxième jour, il me téléphone complètement abasourdi, affolé, en me disant « Docteur, je n'ai plus besoin de morphine. » Imaginez, il n'avait plus la douleur. Par contre, il a gardé l'anesthésie des pieds suite à ces thérapies, et ça, je n'ai pas pu l'aider à en guérir. Alors bon, c'est clair que Gérard n'est pas mort 15 jours après, il a pu guérir. Mais cette guérison, attention, je vous l'ai dit, c'est toujours un moment épique, un moment extrêmement difficile. Et ça a été le cas pour Gérard. Avec la vitamine C, lorsqu'il était sous ces doses monumentales de vitamine C, il a fait des vomissements de bile noire absolument épouvantables, la fameuse mélanchée de Saint-Hildegarde. Son estomac était serré, il ne pouvait plus rien avaler et il a encore maigri. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis, au bout de 3 semaines, il a fait une crise d'épilepsie grand mal qui signait la fin du processus de guérison pour l'essentiel. Et cette crise a été suffisamment violente pour qu'il se fasse une luxation d'épaule. Imaginez, c'était quand même pas rien. Après cela, il a continué à prendre 20 grammes par jour de vitamine C sous forme d'acide L-ascorbique par la bouche. Et en septembre 1999, il pouvait reprendre ses activités professionnelles et sportives. Il a même commencé un sport nouveau, je crois qu'il s'est mis à la planche à voile, si mes souvenirs sont bons. En juillet 2000, il fait un zona intercostal. Ah, le zona, ça fait partie des pathologies que l'on retrouve systématiquement dans le sida. Vous savez probablement que le sida, c'est 39 maladies différentes, si ce n'est pas plus aujourd'hui, qui ont été mises bout à bout pour faire croire, et de façon possible, pour faire croire à une épidémie. Mais en fait, il n'y a aucune individualité spécifique au sida. Lorsqu'il fait ce zona, évidemment, la panique le reprend, il me dit, et il se dit, bon, ben, Scully racontait n'importe quoi, le sida existe, les virus existent. Il me téléphone, bien sûr, il avait oublié de prendre sa vitamine C, et depuis quelques mois, il allait tellement bien. Donc, quand il me téléphone, qu'il me dit qu'il a un zona, je lui demande à quel endroit, il m'explique que c'est intercostal, donc je lui explique qu'il a vécu récemment une rupture avec une personne avec qui il avait une relation très affective et qu'il vient de retrouver cette personne. Et là, il en tombe quelque part sur le cul. C'est-à-dire qu'il me dit, mais comment vous avez pu deviner? Effectivement, il s'était disputé avec sa copine, il avait vécu quelques semaines séparés et il venait de se retrouver. Le zona, c'est surtout le zona intercostal, c'est la réparation d'une séparation de quelqu'un qui vous prend dans ses bras. Et c'est véritablement, les lésions se situent le long du trajet du bras qui vous serre. Voilà. Les choses continuent à évoluer dans le bon sens pour lui, il continue son sport. En 2002, sa santé est parfaite, il fait du sport, il travaille, mais il continue le cannabis, il continue de faire la fête à la moindre occasion. Quelque part, il veut oublier, quelque part. Il n'a jamais effacé sa culpabilité, il n'a jamais effacé son immense chagrin d'amour. Et il n'a jamais fait jusqu'alors de travail psychologique ou spirituel sérieux. C'est seulement l'été 2002 qui va commencer à s'y mettre avec moi, mais malheureusement ce sera un peu tard. La culpabilité est toujours là, elle le tenaille, elle lui interdit d'entrer dans la paix, la certitude de la guérison, et quelque part, il oublie, comme pour se punir, la vitamine C, alors que je l'avais expliqué dès le premier jour qu'il faudrait qu'il en prenne quasiment à vie 20 grammes par jour, compte tenu de la peur distillée en lui par la médecine officielle. Eh bien, là, je crois qu'il faut en finir, il faut se punir. Et puis, en août 2002, il développe une bronchite asthmatiforme sévère, asphyxiante. Bien sûr, il ne prenait plus de vitamine C. Et là, il est obligé de retourner à l'hôpital, il a besoin d'oxygène. À l'hôpital, où on le connaît bien, les médecins nous disent qu'il a déjà réussi les 3 fois, que c'est déjà pas mal. La thérapie classique qu'on lui administre alors a raison de ses reins en quelques heures. Il va être transféré en urgence dans le service de néphrologie juste à côté et il va mourir en quelques heures. Il est bien sûr mort d'une insuffisance rénale massive iatrogène et pas du tout de son sida. Alors bien sûr,
Le cas de Gérard est tout à fait édifiant. Il avait vécu une séparation affective majeure. Ce stress était bien sûr accompagné d'une culpabilité monstrueuse puisqu'il pensait avoir contaminé son ami. Elle avait refusé obstinément de le revoir ensuite. Ce souvenir le hantait, ça lui pompait l'air au sens littéral. Il y a eu ici deux conflits, menace sur les territoires et séparation vitale, existentielle, donc reliée au souffle, qui se sont biologisés sur ses bronches. C'est pour ça que, lorsqu'il a basculé en maladie-réparation, les choses ont pris une telle ampleur et qu'il s'est retrouvé en asphyxie. Notons par ailleurs que la culpabilité est un moyen détourné de se revaloriser. Quand on se sent coupable, eh bien ça veut dire qu'on est responsable du malheur ou du bonheur de l'autre. Mais faisons bien la part des choses. Les virus et le système immunitaire, dans l'hypothèse du sida, ne sont bien sûr que des hypothèses totalement improbables, jamais démontrées de façon rigoureuse et scientifique. Et ce n'est pas parce qu'on a associé 39 ou 40 maladies différentes ou plus qu'on a une maladie qui a un sens. Tout ça est un peu du n'importe quoi. La réalité du scorbut ici est évidente, parce que qui dit sida dit mort, dit pestiféré, dit séparation, dit c'est épouvantable, discrimination, tout ce qu'on veut. Et par conséquent, les stress sont colossaux, la peur de mourir immense, énorme, puisque soi-disant on va en mourir, effectivement on meurt de l'AZT et de toutes les chimiothérapies, trithérapies et autres qui sont pratiquées. Et puis, donc il faut bien comprendre que chaque stress toxinique augmente considérablement les besoins en vitamine C et donc majore le scorbut sous-jacent encore. Et puis bien sûr, la guérison implique un travail psychologique et spirituel et dans le cas de Gérard, ce travail n'a pas été fait assez tôt et c'est bien regrettable. Sachez quand même que si le cas de Gérard a fini quand même par la mort, nous accompagnons actuellement plusieurs personnes qui ont été diagnostiquées séropositives ou sida déclarées, qui ont, sur notre invitation, stoppé la thérapie officielle et qui poursuivent une complémentation suffisante en vitamine C à raison de 20 grammes par jour d'acide ascorbique au moins. Et toutes ces personnes se portent remarquablement bien. Et en particulier, je pense une personne qui avait commencé sous chimiothérapie à faire une fonte musculaire épouvantable, eh bien, elle va actuellement tout à fait très bien. Elle n'a aucune pathologie et tout se passe remarquablement bien pour elle. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois des maladies, des retombées dans le doute et dans la peur. Et ça, c'est peut-être le plus grave. Et puis, de temps en temps, elles ont, comme tout le monde, une bronchite, un rhume. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont séropositives. Bon, nous allons passer à autre chose. Saint-Hildegarde de Bingen. Ah, c'est un cas tout à fait intéressant. Fin du XIIe siècle, je crois. Saint-Hildegarde de Bingen est la 10e enfant d'une famille noble et très religieuse, très chrétienne, très catholique. Et dans ces familles-là, eh bien, le 10e est remis à l'église. Ce qui fait qu'à l'âge de 8 ans, Saint-Hildegarde de Bingen se retrouve enfermée, offerte à Dieu dans un couvent. Et c'est véritablement une cérémonie d'enterrement où on mure l'entrée de la cellule qu'elle va partager avec une autre moniale qui lui servira de préceptrice, que se passe cet abandon de ses parents et cette offrande à Dieu par les parents. Il est clair que un enfant qui est ainsi abandonné par ses parents va toujours se sentir coupable et il va le vivre en profonde dévalorisation. Et puis par ailleurs, elle va être enfermée et bien évidemment, l'enfermement, c'est un conflit de déplacement. Et donc, devenue adulte, Hildegarde de Bingen va nous offrir un exemple typique de sclérose en plaques, c'est-à-dire d'une paralysie qui évolue par poussée et qui tantôt est parfaitement invalidante et à d'autres moments guérit complètement. En fait, Hildegarde de Bingen est voyante, elle est en permanence sollicitée par Dieu et chaque fois que, compte tenu de la situation des femmes à l'époque, elle se refuse à obéir à Dieu, la seule solution que son cerveau trouve pour se permettre de refuser, c'est de se paralyser. Donc sa paralysie n'est pas une punition, elle est simplement une solution de survie que Hildegarde a mis en place.
Donc Dieu lui demande sans cesse de dépasser ses simples forces humaines, de dépasser la condition féminine de l'époque. À l'époque, la femme était considérée comme un cloaque, comme la responsable de la chute de l'homme, c'était épouvantable. Et Dieu lui demande d'aller prêcher, de faire la morale à l'empereur, au pape, de tenir tête à l'abbé, d'obtenir justice pour ses filles. Et chaque fois qu'elle s'y refuse, parce qu'elle réplique qu'elle n'est qu'une pauvre femme, timide, réservée, qu'elle n'a pas le courage d'un homme, eh bien elle se retrouve paralysée, atteinte de douleurs et de souffrances terribles, et parfois même aveugle. Et dès qu'elle reprend courage, la santé lui revient, comme cette fois où, paralysée, ses sœurs, elle est la supérieure du couvent, donc ses sœurs la hissent sur un cheval, l'attachent sur le cheval, pour qu'elle aille réclamer justice au couvent qui est à 40 km de là, et elle cravache le cheval qui part, et lorsqu'elle arrive à destination, elle saute de cheval comme une jeune fille, elle était partie paralysée, elle arrive là-bas, elle est une jeune fille, et elle agit avec une autorité inconcevable pour une femme de l'époque, elle tambourine à la porte, elle se fait ouvrir, et évidemment, elle donne littéralement, elle fait un discours qui est véritablement complètement époustouflant pour une femme à cette époque-là. Et bien sûr, elle menace les moines des pires châtiments et de l'enfer éternel s'ils n'obtempèrent pas immédiatement et s'ils n'accordent pas ce qu'elle demande et qui est justice. Voilà, on a fait un petit peu le tour et je vous signale quand même quelques livres. Une diététique pour guérir que j'ai écrit, qui fait le point sur les innombrables régimes proposés par tout un chacun et qui sont passés au crible du bon sens. Il y a toujours des bonnes choses à droite à gauche, mais bon, des fois c'est un peu excessif, quoi. Et puis les vitamines, les vitamines sont épluchées de A à Z et comprendre comment elles agissent. Le livre Maladie, toujours écrit par moi-même, avec les microzymas qui sont racontés comme un conte de fées, et puis toute la psychosomatique explicitée, et puis même le prédécodage des principales pathologies et maladies. Attention, prédécodage ne veut pas dire décodage. Prédécodage, c'est une piste qui permet de voir dans quelle direction chercher un conflit qui a pu déclencher la pathologie et la maladie. Mais c'est une piste, ce n'est pas une vérité absolue, et ça ne suffit absolument pas à guérir. Il faut être bien d'accord. Les microzymas par le professeur Antoine Béchamp. Donc c'est le livre du professeur Antoine Béchamp que j'ai résumé. C'est un travail colossal d'avoir résumé parce que c'est un livre qui fait 990 pages, qui est d'une immense complexité scientifique quelque part. Et donc je l'ai résumé pour en faire une centaine de pages tout à fait accessible, mais où je reprends l'essentiel des protocoles expérimentaux de Béchamp et les conclusions qu'il en a tirées. L'esprit au service de la guérison, c'est un livre essentiel pour intégrer la dimension spirituelle dans tous les processus de guérison. Un nouveau regard sur les vaccinations, donc ça j'ai découvert après ma guerre avec l'ordre des médecins que la peur du vaccin peut être autant nocive que le vaccin lui-même. Donc le vaccin confronté à l'approche psychosomatique, c'est quand même quelque chose d'autre. Bien sûr, le vaccin reste nocif, il reste complètement inopportun et inapproprié, mais peut-être qu'on en fait un petit peu trop lorsqu'on s'oppose de façon systématique à tous les vaccins. Et il m'arrive même aujourd'hui de conseiller à certaines personnes de faire du BCG, comme le cas de Ratmila, cette femme qui avait cette tumeur bronchiale au niveau du cou. Eh bien, si je ne l'ai pas fait dans ce cas-là précis, mais si elle avait pris du BCG, ça aurait sûrement encore accéléré le processus de guérison. Le livre, bien sûr, de Brigitte sur Sainte Hildegard de Bingen, sa vie, sa médecine. C'est bien sûr un regard totalement neuf sur cette sainte visionnaire et prophète. Sachez quand même que nous venons d'apprendre que Hildegard de Bingen allait être la 4e femme déclarée docteur de l'Église par l'Église catholique au mois d'octobre, au mois de septembre. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que jusqu'à présent, Hildegard de Bingen
n'a jamais pu être canonisée. Chaque fois, le dossier se perdait quelque part en chemin. Elle dérangeait trop. Elle était une femme à une époque où les femmes étaient considérées, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme des cloaques immondes. Donc c'est vraiment important de voir qu'aujourd'hui, elle va être non seulement réhabilitée, mais confirmée dans son enseignement, qui est un enseignement tout à fait novateur. Il y a un deuxième livre qui est en chantier, qui paraîtra probablement dans quelques mois, et où justement ce sera le message spirituel de saint Hildegard de Bingen, qui rejoint de façon tout à fait étonnante tout notre travail en psychosomatique. Et puis le guide des maladies, donc ça c'est un livre qui est quasiment épuisé, qui reprend sous forme de dictionnaire les principales maladies, qui propose le prédécodage et qui donne les remèdes homéopathiques que j'ai pu expérimenter comme étant réellement efficaces. Le livre du docteur Archie Kerinos sur la vitamine C, c'est un médecin généraliste qui raconte son expérience en Australie dans des conditions dramatiques d'hygiène pour les aborigènes, compte tenu évidemment de leur dépossession de territoire et par les Britanniques et de tout ce qu'on leur a fait subir. Et donc il y avait, à l'époque, lorsque le docteur Kerinos commence à travailler, un enfant sur deux mourait de scorbut infantile, c'est-à-dire on appelle ça la maladie de Pavlov, avant l'âge de 6 mois. Et le docteur Kerinos a fini par comprendre ce problème de la vitamine C, et il explique tout ça de façon absolument touchante et remarquable. Donc vous pouvez retrouver tous ces livres et d'autres sur notre site, donc alain-scoy.com, et vous pouvez bien sûr nous contacter par mail brigitte-alain-scoy@gmail.com avec un point entre Brigitte et Alain et Scoy. Et nous serons très très heureux de vous donner la documentation et d'aller plus loin dans votre découverte de cette autre médecine. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et une excellente santé, et je vous dis au revoir.